Bonjour et bienvenue à cette balado qui traite exclusivement d'éducation, de pédagogie et de didactique. Je m'appelle Marc-André Girard. Bienvenue au rendez-vous pédagogique de l'école branchée. Alors, je suis avec André Tricot. André, bonjour. Bonjour. André, avant d'aller plus loin, est-ce que tu veux nous faire un petit topo sur ton cheminement, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait comme travail, comme études, etc.? Alors, j'ai fait des études en psychologie et en technologie de l'information. J'ai un double master. Voilà. Puis j'ai fait une thèse en psychologie cognitive sur les hypermédias au service de l'apprentissage. Donc, j'ai soutenu ma thèse il y a bientôt 25 ans. Et puis j'ai une carrière académique en France. Exclusivement dans la formation des enseignants. Voilà, depuis que je suis enseignant-chercheur, ça a toujours été en IUFM, puis SP, puisqu'en France on change de nom. Ouais. Mais voilà, donc j'ai découvert le monde de l'enseignement complètement par hasard. Il y avait un poste, je l'ai pris et j'ai absolument pas envie d'en partir, je me régale. Voilà. Vous êtes à Toulouse, c'est bien ça, à l'Université de Toulouse. Vous avez écrit plusieurs livres, dont un livre qui parle d'innovation, un tout petit livre qui se lit en quelques heures. On parle, entre autres, au début, vous parlez d'innovation comme quoi ce qu'on fait souvent n'est pas de l'innovation, puis on a souvent une mauvaise conception de l'innovation. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu ça? Alors, l'innovation, si on en donne une définition simple, c'est une nouvelle façon de faire les choses. Alors, c'est toujours localisé, c'est-à-dire que quelque chose peut être nouveau ici, mais ancien là. C'est quelque chose de très personnel. Ce qui est nouveau pour vous ne l'est pas pour moi, et ce qui est nouveau pour moi ne l'est pas pour vous. Voilà, c'est une nouvelle façon de faire les choses qui est souvent particulier à un lieu, particulier à une personne. Et donc, dans le domaine de la pédagogie, c'est une nouvelle façon d'enseigner ou une nouvelle façon de faire apprendre les élèves. C'est ça l'innovation pédagogique pour moi. Et est-ce que l'innovation est importante en éducation? Alors, en m'intéressant à l'innovation, j'ai pris conscience peu à peu qu'en éducation, nous avions un problème si on s'intéresse à l'innovation du point de vue des idées générales. Il y a des idées générales du genre les élèves apprennent mieux quand ils découvrent par eux-mêmes. Les élèves apprennent mieux en groupe que tout seul, par exemple. Quand je suis à ce niveau de généralité, donc des idées générales de la pédagogie, qui sont très importantes, on a parfois tendance à considérer qu'une idée est nouvelle, alors qu'elle ne l'est pas. Apprendre en découvrant par soi-même, c'est une idée qui a plusieurs siècles. Apprendre en groupe, c'est une idée qui a à peu près une centaine d'années. Et donc, là, attention, là, je parle des idées pédagogiques générales, et voilà. Et souvent, on manque un petit peu de recul historique, et on va considérer une idée nouvelle alors qu'elle n'est pas nouvelle. Mais là, je parle bien des idées générales. Après, quand on s'intéresse à l'innovation pédagogique, ça peut être, je donne cet exemple, une professeure de français qui décide de faire ses dictées aux élèves à deux plutôt que tout seul. Donc traditionnellement, elle faisait les dictées, un élève prend la dictée tout seul, elle s'est dit, ah ben tiens, je vais le faire par deux. Ça, c'est une innovation, mais c'est pas une idée générale. C'est une innovation très concrète, très intelligente, je trouve. Mais voilà, donc autrement dit, je pense que parfois certaines idées générales ne sont pas innovantes, elles sont présentées comme telles. Mais quand on s'intéresse à l'innovation pédagogique, je crois qu'on devrait beaucoup plus s'intéresser à ce que les enseignants font très concrètement dans leur classe et pas
pas ces idées très générales qui... Et en plus au niveau des pratiques. Ouais. Okay. Maintenant, au niveau des technologies, vous disiez que vous aviez étudié au niveau des technologies, en psychologie également, donc vous êtes un peu bien placé pour connaître l'impact des technologies sur l'apprentissage. Est-ce qu'on peut dire que les technologies peuvent aider l'apprentissage? Oui, toujours, mais ça dépend. C'est-à-dire que c'est difficile dans ce domaine d'avoir une argumentation très générale. Et c'est le point de vue que j'ai essayé de défendre dans la conférence tout à l'heure, c'est que si on s'intéresse à des choses spécifiques, alors spécifique en gros c'est une tâche qu'on fait faire à des élèves. J'ai donné l'exemple de la dictée, ça peut être la production écrite, ça peut être résoudre un problème en mathématiques, ou ça peut être faire des exercices en mathématiques. Je crois que on a besoin de descendre à ce niveau-là. Résoudre un problème et faire des exercices, c'est pas la même chose, c'est bien deux tâches différentes. Et là, on peut dire, ouais, ok, pour les activités de résolution de problèmes mathématiques, est-ce que, par exemple, les calculatrices apportent quelque chose à cette activité? Pour faire des exercices de mathématiques, est-ce que les exerciceurs numériques apportent quelque chose à cette activité? Et dans les deux cas, la réponse est oui. La calculatrice, dans l'activité de résolution de problèmes, apporte énormément. Bien entendu, elle ne résout pas le problème à la part des élèves. Elle laisse authentique l'activité de résolution de problèmes, mais par contre, elle peut délester les élèves de certaines activités de calcul ou dans les exercices, l'exerciceur peut donner à l'élève un retour immédiat sur le fait que la réponse est juste, la réponse n'est pas juste. Donc on a des plus-values qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement nombreuses, mais extrêmement spécifiques. Je crois que c'est ça le point de vue. C'est un peu comme si on se demandait si le stylo bille c'est bien. Le stylo bille, ça peut être très bien pour faire certaines choses, mais pour faire cuire un poulet, ça sert à rien, un stylo bille. Et en tant que, pour les enseignants, où est-ce qu'on commence à considérer les technologies? Je m'explique, dans la planification de l'activité. Est-ce que je choisis ma technologie en premier et après ça, je développe mon activité? Est-ce que je cible mon intention pédagogique en premier, je planifie et j'intègre? Où est-ce que vous voyez ça, vous? Ouais. Merci pour cette question, parce qu'effectivement, c'est vraiment quelque chose que c'est un point de vue que j'essaie de défendre fortement, qui est que finalement l'outil devient absolument génial et absolument fabuleux quand on le met à la fin. C'est-à-dire que j'ai conçu mon objectif d'apprentissage, je sais où en sont mes élèves, donc quelle progression je vais leur faire, je sais quelles activités je vais leur proposer. Et une fois que ça c'est défini, je peux me dire ok, maintenant que je sais bien où je vais amener mes élèves, par quelles étapes je vais passer, par quelles activités je vais passer, là je peux me dire ok, est-ce qu'il existe un outil numérique qui peut améliorer les choses? Et en mettant l'outil à ce niveau-là, on a souvent des plus-values très très intéressantes. Mais la contrepartie de cette idée-là, c'est que il faut énormément de culture numérique pour tenir ce plan. Il faut que je connaisse tous les outils. Qui ça? L'élève? L'enseignant? L'enseignant, il faut qu'il ait dans le point de vue que je viens de vous présenter, il faut qu'il ait une activité de veille, qu'il connaisse les outils pour dire ok, les outils ne sont que des outils, et c'est une fois que j'ai conçu mon activité que je me dis ok, il existe cet outil qui va vraiment me permettre d'améliorer mon activité. Mais comment l'enseignant peut faire cette veille-là, essentiellement? Qu'est-ce que vous avez à lui suggérer? Ça veut dire qu'il y a des outils de veille, des journaux, des réseaux. Il y a DOT qui est célèbre. Il y a en France Canopé qui fait un truc qui s'appelle Que dit la recherche, qui parle beaucoup de numérique. Il y a donc c'est d'être actif en réalité, c'est une question de développement professionnel également. C'est ça. Vous parliez d'autonomie également, que le lien de l'autonomie des technologies chez les élèves. Donc, est-ce que c'est vrai que la technologie développe l'autonomie des élèves? Ouais, ça c'est un autre mythe. Effectivement,
Et c'est marrant, parce que j'ai fait ma thèse là-dessus, sur les hypermédias, donc ces espaces documentaires qu'on peut Mhm. explorer. Et puis après, il y a eu le e-learning, après il y a eu les MOOC, etc. Et toujours avec le même argument que ça permet de développer l'autonomie des apprenants, mais la littérature montre plutôt qu'il faut des apprenants avec beaucoup d'autonomie, c'est-à-dire d'autonomie au niveau de la motivation, d'autonomie au niveau de leur stratégie d'apprentissage, d'autonomie au niveau de la planification de leur apprentissage pour pouvoir apprendre dans des environnements comme ça qui sont des environnements très libres, très ouverts. Je crois qu'une autre façon de le dire, c'est que les autodidactes sont des gens exceptionnels aujourd'hui comme hier. Et la plupart d'entre nous, on a besoin que quelqu'un construise des progressions pour nous, soit là pour soutenir notre motivation, soit là pour définir des objectifs d'apprentissage intermédiaire. Et une personne qui est complètement autonome de ce point de vue-là, c'est une personne, je crois, qui est assez rare, tout simplement. Alors peut-être que ça fera partie des compétences du XXIe siècle. Peut-être que cette capacité à définir soi-même des objectifs d'apprentissage, définir soi-même des parcours d'apprentissage, c'est quelque chose que les humains pourront développer, mais pour l'instant, je n'en suis pas sûr du tout. Mais pour les élèves, pour les jeunes, est-ce que vous croyez qu'en leur mettant une tablette dans les mains, par exemple, ou un ordinateur portable, ça va contribuer à les rendre plus autonomes ou c'est le contraire? Ils doivent être autonomes. Oui, non, c'est le contraire, ils doivent être autonomes. En plus, ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est que le fait de mettre un outil entre les mains de quelqu'un, ça résout absolument pas le problème de la tâche. C'est-à-dire que si je donne un ordinateur portable à quelqu'un qui a 14 ans, qui l'utilise toute la journée, mais qui n'utilise jamais de logiciel de traitement de texte, si un jour, en cours de français, je lui demande d'écrire un texte avec un logiciel de traitement de texte, il va se retrouver complètement dépourvu et il va utiliser le logiciel de traitement de texte même pas comme une machine à écrire, même pas comme une machine à écrire. Il va absolument bénéficier de l'innovation technologique que représente le logiciel de traitement de texte. Et ça, c'est bien un problème de tâche. C'est que nous, les humains, nous n'utilisons pas les outils sans but. Nous utilisons toujours les outils pour faire quelque chose. Et c'est ce pour faire quelque chose qui est la tâche. Je crois que ce que nous maîtrisons, c'est la tâche, c'est pas l'outil. Dernière question, avant de vous laisser vaquer à vos occupations ici à Montréal. Quelles sont les nouvelles compétences qui sont développées grâce, outre les compétences, disons, dites technologiques, mais qu'est-ce que le numérique permet de développer comme compétences, d'une part chez l'élève et d'autre part chez l'enseignant? Alors, je crois que le numérique est un fabuleux support d'information. Et c'est vraiment le domaine de l'accès à l'information, de la recherche de l'information, de la critique de l'information, de l'évaluation de l'information qui me semble sans commune mesure par rapport au monde tel qu'il était, par exemple, quand j'étais enfant, dans les années 1970. L'enfant que j'étais, les lectures, elles étaient choisies par des adultes. L'information non contrôlée, je n'y avais pas accès. L'information à laquelle j'avais accès, c'était essentiellement l'information à laquelle mes parents avaient accès. J'ai grandi dans un environnement informationnel qui était extrêmement restreint. Et de ce point de vue-là, j'ai développé très peu de compétences. Et je crois que mes enfants, aujourd'hui, eux, ils ont grandi dans un environnement numérique qui leur a donné accès à une information infiniment plus ouverte, infiniment plus complexe. Et les travaux montrent qu'ils sont, par exemple, les jeunes aujourd'hui beaucoup plus compétents dans le domaine de la recherche d'informations. Un exemple parmi d'autres. Et ça, je crois que c'est ça qui est fascinant avec le numérique, c'est que c'est au-delà de la techno, c'est aussi un accès à l'information et c'est un bouleversement
extrêmement profond que nous sommes en train de vivre. Et je crois, pour le dire autrement, que nous devons aujourd'hui former des lecteurs beaucoup plus compétents que les lecteurs que nous formions il y a 40 ans. Donc, on peut conclure en disant que le technologique a bel et bien une place en éducation. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais j'allais dire plutôt comme un ensemble de places spécifiques, tout simplement. Je comprends. Bien, on est en direct du sommet du iPad, du numérique, pardon, le sommet du numérique. Avant, c'était le sommet du iPad. Maintenant, c'est le sommet du numérique en éducation. Merci beaucoup, André Tricot. Merci. Merci. Bon séjour chez nous. Merci beaucoup.